À Monaco, les banques et les sociétés de gestion comptent plus de 3000 salariés. L'activité financière est un poids lourd de l'économie monégasque. Et parmi les références du secteur, Monaco Asset Management. Il y a près de 20 ans, 2 hommes se sont associés avec l'ambition de devenir numéro 1 dans la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, ils ont 150 clients et gèrent 7 milliards d'euros. Nous avons souhaité partir à la rencontre d'Anthony Toriani et Gianluca Bragiotti. Quelles sont les conséquences de Moneval, l'inscription de la principauté sur la liste grise du GAFI? Que penser de l'instabilité actuelle des marchés boursiers provoquée par les gesticulations de Donald Trump? C'est ce que nous allons voir avec les 2 patrons de Monaco Asset Management. Bonjour madame, je m'appelle Yann Anthony Nogues, je viens voir Gianluca Bragiotti et Anthony Toriani, s'il vous plaît. Merci. Gianluca Bragiotti, bonjour. Anthony Toriani, comment allez-vous? Bien, merci. Bon, merci de nous recevoir. Ici, c'est quoi? C'est le cœur de la place financière monégasque? C'est gentil de dire ça. C'est ça. Non mais Monaco Asset Management, vous êtes principal gestionnaire de patrimoine à Monaco? On est les plus importants à Monaco. On avait 500 millions en gestion il y a 15 ans. On a maintenant 7 milliards en gestion. Et on est de loin la plus grosse société de gestion ici à Monaco maintenant. D'accord. Alors pour se faire une idée, donc 7 milliards, ça veut dire qu'il y a combien d'argent placé à Monaco? Dans les banques, nous avons à peu près 175 milliards de dépôts. Okay. Et dans la gestion de cet argent-là, il y a une quarantaine de milliards. Dont 7 par vous. Est-ce qu'on peut qualifier Monaco de place financière? Et avec 175 milliards, on est présent sur la place internationale, ça c'est clair. Mais je veux dire, effectivement, Monaco n'est pas une place financière internationale dans le sens que la gestion qui est faite ici, c'est principalement pour les résidents. Ça, c'est un grand changement qui a eu lieu depuis 25 ans. On était une place un peu plus offshore dans les années 90. Aujourd'hui, on est une place carrément qui donne un service à la population résidentielle. Mais aujourd'hui, ce qui est offshore, c'est les îles dans les Caraïbes, etc. Mais Monaco, ce n'est plus une destination offshore pour les fonds financiers. Depuis les années, je dirais le début des années 2000, Monaco, qui était une place financière qui attirait beaucoup de gens qui aimaient une fiscalité douce à Monaco et être un peu anonyme. Depuis le début des années 2000, Monaco s'est absolument aligné avec les standards du monde entier et donc une place qu'on définit onshore, c'est-à-dire que toutes les personnes qui déposent de l'argent à Monaco sont totalement transparentes envers le fisc de leur pays et peuvent placer leur argent. Les gens ne mettent pas de l'argent à Monaco uniquement pour sa fiscalité douce ou pour cacher leur argent ou pour pouvoir faire tous les mouvements qu'ils veulent. Non, ils mettent leur argent à Monaco, parce que d'abord ils sont résidents à Monaco, donc c'est pratique d'avoir de l'argent. Ensuite parce qu'ils y trouvent des compétences, comme chez Monaco Asset Management, ils trouvent des compétences pour la gestion de cet argent ou dans les banques. Et donc aujourd'hui, c'est un monde où Monaco est en concurrence avec le monde entier, c'est-à-dire qu'un riche résident monégasque qui peut déposer son argent à Monaco ou à Londres, à New York ou à Francfort. Et donc on doit avoir de la qualité dans notre place financière que nous avons développée dans les 20 dernières années. Vous avez combien de personnes qui travaillent ici? Ici, 35. 35, oui. D'accord. Et en tout, Monaco Asset Management? 42. 42. En tout cas, le bâtiment est magnifique. Est-ce que je peux découvrir avec vous? Avec grand plaisir. Entrez. Bien. Anthony Toriani est canadien et c'est un pur produit du monde de la finance. Il a démarré chez Julius Baer et Goldman Sachs. Le monégasque Gianluca Bragiotti a lui d'abord été ingénieur chez General Electric, puis dans le conseil chez McKinsey à New York. Il a ensuite travaillé dans de grandes entreprises comme Olivetti et Pirelli avant de rejoindre la CMB.
Bon, c'est quand même une belle aventure, là, Monaco Asset Management. Donc, tous les deux, vous vous êtes rencontrés il y a une vingtaine d'années. En 2006. On s'est rencontrés à travers le papa de Gianluca, Enrico, qui venait de céder des parts dans la CMB. J'avais fondé MAM 3 ou 4 années avant. Et il m'a dit, il faut que tu rencontres mon fils. Et on s'est rencontrés et effectivement, en 2006, on s'est associés. Puis c'est maintenant 19 ans plus tard, voilà nous. Donc 2006, vous aviez combien de fonds en gestion? 2006, quand on s'est associés, on avait 4 ou 500 millions. 4 ou 500 millions. Donc on a fait 10 fois, 12 fois depuis. Donc on a une belle association. Plus de 10 fois, on a fait 15 fois. 15 fois, voilà, je suis pas bon en maths. Comment on fait 15 fois? En fait, ça a été une bonne association parce que Anthony a des caractéristiques tout à fait intéressantes. C'est un gros travailleur. Techniquement, il est extrêmement bien préparé parce que son passé, Julius Baer, Goldman Sachs, etc., l'avait préparé. Il est très fiable. Il a une mentalité d'une honnêteté nord-américaine sur l'éthique. On plaisante pas. Mais au début, quand vous êtes associés, c'était quoi votre objectif? L'objectif, c'était être numéro 1, tant et si bien qu'on s'est regardé dans les yeux moins d'un an après qu'on s'est rencontrés, donc encore en 2006, et on était 6 ou 7 dans Monaco Asset Management. Et je lui ai dit, si on veut être numéro 1 de la gestion, il nous faut un grand bureau. On est venu ici, on ne pouvait pas se le permettre. Vous étiez où avant? On est au Saint-André, Ici, on a 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés dans Monaco. 1000 mètres carrés. Pour 7 personnes. Et pour 7 personnes. Tant et si bien qu'on ne pouvait pas se le permettre, au point que en 2007 ou 2008, si ma mémoire est bonne, on a dû faire une augmentation de capital parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer les loyers et payer les employés. Donc ça a été vraiment un pari sur le futur qu'on a fait ensemble. Et qu'on a gagné main haute. Une chose que ça a été déterminant pour nous, c'est que j'étais un étranger à Monaco pour comprendre la place monégasque. Une famille comme celle-ci, une personne comme Gianluca qui connaît tout le monde, etc., c'est extrêmement important dans l'évolution de Monaco. Un jeune qui veut s'installer dans la finance à Monaco, vous lui dites quoi? Quels sont les conseils que vous lui donnez? C'est très intéressant. Et déjà, le fait que moi, en tant qu'étranger, j'ai réussi à faire avec Gianluca et nos équipes, ça démontre que Monaco est très libéral. C'est un endroit qui accueille les gens parfaitement bien, qui donne des opportunités. Comment est-ce qu'on réussit à Monaco? Il faut commencer par, évidemment, un niveau d'éthique et impeccable. Mais il faut le faire parce que c'est une petite place. Tout le monde sait le seul moment où vous faites une erreur, vous êtes cuit sur la place monégasque. D'accord. Parce que tout le monde se côtoie à chaque moment. Tu sais, nous, on vend de la compétence, du conseil. Et donc, les jeunes qui commencent à travailler avec nous, on les forme de façon à ce que ça devienne des bons conseillers pour nos clients. Et aujourd'hui, d'avoir une qualité de personnel, des compétences qui sont supérieures à celles de nos concurrents, c'est un élément absolument important et gagnant. Pour pouvoir s'attacher les services de Monaco Asset Management, il faut avoir au moins 1 million d'euros à placer. Et pour mieux comprendre l'activité d'Anthony et Gianluca, j'ai décidé de me mettre dans la peau de ce qu'ils appellent dans le jargon un UHNWI, un Ultra High Net Worth Individual. Vous avez combien de clients ici? 150. 150 clients. D'accord, donc les 7 milliards, c'est 150 clients. Je vois la valeur des clients. Bon, alors imaginons que j'arrive, j'ai 50 millions, je n'habite pas à Monaco. Je compte m'installer à Monaco. Qu'est-ce que vous me dites? Déjà, vous me dites bonjour, monsieur. Non, d'abord, on va te vendre Monaco. Ouais. Monaco, c'est quand même une place extrêmement attrayante pour des personnes fortunées. Parce que d'abord, il y a une stabilité politique extraordinaire. Notre prince, il est là. Ça, c'est l'atout majeur. Il y a plusieurs atouts, mais la stabilité, le prince, il est là aujourd'hui, demain et pour toujours. Donc ça, c'est un élément très important, alors que dans beaucoup d'autres pays, il y a une forte instabilité, comme tu sais. La deuxième chose, c'est que on leur vend une sécurité très importante à Monaco. Donc, leurs femmes qui veulent se balader la nuit avec des bijoux, leurs enfants qui vont à l'école tout seuls, etc. C'est très, très important et c'est une sécurité qui nous distingue de beaucoup d'autres pays.
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il y a plein de concurrents. Moi, j'ai le choix entre où et où. Il y a Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a Singapour, et maintenant en Italie, on peut s'installer avec des avantages fiscaux. Donc les avantages fiscaux, ce n'est pas le principal. C'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est tout cette mélange-là qui fait la beauté de Monaco. Bon, je suis convaincu. Maintenant, si moi je dis oui, mais mes amis me disent à Monaco, fais attention, Moneval, ils sont placés sur liste grise. Là, vous répondez quoi? Donc, Monaco a eu un accident de parcours, peut-être injustifié. Monaco est une place financière absolument reputable, absolument respectable. Et il y a des tas de juridictions autres que je ne citerai pas où on peut, il y a plus de laxisme, mais des grands pays. Ils sont tous sur les mêmes lois que nous, mais évidemment. Alors pourquoi est-ce que nous, on s'est retrouvés Je pense, si vous lisez le rapport, vous pouvez voir que il y a très peu par rapport à la place financière elle-même. Les banques, c'est géré par la ACPR, donc la Banque de France. Les sociétés de gestion sont contrôlées depuis 25 ans. En Suisse, c'est depuis 3 ou 4 ans qu'ils sont contrôlés. Donc le rapport Moneval est très clair. Le problème n'était jamais la place financière monégasque. Il y a une question de forme, il y a une question de substance. Sur la forme, il nous manquait quelques lois, il nous manquait quelques éléments. Sur des choses, dans certains domaines, on n'était peut-être pas structuré comme on devrait l'être. Mais sur la substance, contre le blanchiment d'argent, contre sur la substance, la corruption, Monaco n'a rien à envier à aucune autre jurisdiction. On est tout à fait dans les bonnes pratiques. Maintenant, il faut... Donc on a été quoi, victime d'une image? On a eu besoin d'un changement. Il y a un nouveau ministre des Finances, enfin nouveau maintenant, ça fait 1 an qu'il est là, Pierre-André Capori, qui est excellent et qui connaît très bien le sujet. On a aussi à la MSF. La MSF, c'est la police financière. On l'appelait le SICFIN dans le temps. Aujourd'hui, c'est l'autorité de contrôle des activités financières ici à Monaco. Il y a un nouveau patron, un nouveau directeur qui est Bruno Dalle, qui était le patron du TRACFIN en France. Donc, c'est l'excellence dans le contrôle. Donc, on a eu un accident de parcours. Je crois que d'ici 1 an, ce sera de l'histoire passée. Mais quelles ont été les conséquences de cette inscription sur la liste grise pour Monaco Asset Management? Bon, bien sûr, les clients sont inquiets et ils sont venus nous voir. Mais effectivement, dans la réalité, ça n'a aucun impact. 0 pour la place pour nous, pour les banques, etc. Il y a des éléments, je veux dire, de technique entre banques, entre contreparties. Donc sur les mouvements d'argent, il y a plus de vérification? Un peu plus de friction. D'accord. Mais sur la réalité, nous, par exemple, si la question c'est est-ce qu'on perd des clients ou pas, la réponse est non. S'il n'y avait pas eu de caméra, vous auriez dit la même chose? Absolument. Oui, d'accord. Oui. Non, caméra ou pas caméra, je crois que, bon, en ce qui concerne Monaco Asset Management, comme dit Anthony, conséquence 0. Pour la place financière monégasque, c'est certainement modeste. Alors, il pourrait y avoir quelques personnes fortunées, anglaises ou allemandes qui voulaient venir à Monaco et qui ont été déconseillées par leurs conseillers fiscaux de venir à Monaco d'aller douane. Mais je crois que c'est très, très modeste. Ou par vos concurrents à Dubaï, à Singapour, qui disent non, n'allez pas à Monaco. Donc, en fait, c'est plus un argument pour les concurrents. Il ne faut pas oublier l'attractivité de Monaco. Qui reste. L'année dernière, les résidents anglais ont débarqué en masse ici parce que la fiscalité en Angleterre avait changé. Il y a quelques années, c'était des ressortissants turcs qui n'appréciaient pas les politiques d'Erdogan. Et puis, il y a eu les Ukrainiens suite à la guerre. Donc, chaque année, nous avons des afflux de personnes ici à Monaco qui font fonctionner Monaco Asset Management, comme l'immobilier, comme les restaurants et les hôtels de la SBM. Donc, Monaco est attractif et cette attractivité était là hier, elle est là aujourd'hui et elle restera pendant très, très longtemps. Bon, maintenant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez où et comment vous investissez ces 7 milliards finalement. Vous avez quoi, par exemple? Vous avez une salle de marché ici ou vous avez... Nous l'avons, on va vous conduire là-haut, on va faire une petite visite des lieux. Voilà.
Bonjour. Ah oui, donc ça c'est la salle des marchés. Ça, c'est la salle des marchés, on peut appeler ça la cuisine. C'est ici que tout se fait, que toutes les transactions... A priori, hygiène irréprochable. Hygiène irréprochable. C'est ici que se font toutes les transactions, tous les contrôles des comptes, toutes les réconciliations entre les comptes déposés chez les banques et les comptes que nous faisons chez nous. C'est ici qu'on a tout ce qu'on appelle la compliance aussi, parce qu'on contrôle les opérations 2 fois, parfois 3 fois, de façon à ne pas faire d'erreur. Et grâce à Dieu, on ne fait pas d'erreur de trading. Et donc, ce sont des personnes très compétentes qui sont gérées. D'ailleurs, le patron de l'unité, c'est Yannick, qui est là-bas, et c'est lui qui coordonne un peu toute cette cuisine, comme je l'appelle. D'accord. Vous avez la compétence, vous la recrutez où? Dans la région? Ou il y a une guerre pour recruter les talents, ou c'est plutôt facile? C'est beaucoup dans la région. Il y a des très bonnes écoles locales, EDEC et compagnie, mais effectivement, c'est aussi recrutement par des personnes travaillant dans les banques locales, etc. D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de compétences dans cette région. Si vous n'écoutez pas tous, vous diriez la même chose. D'accord. Bon alors, permettez-moi d'être insistant, messieurs, mais avec mes 50 millions d'euros, ces 50 millions, vous les placez comment? Vous les répartissez comment? Quel mix vous me proposez? Le portefeuille, etc. Bon, le premier choix, c'est quelle banque? Une D'accord. banque à Monaco, une banque à l'étranger. Évidemment, on préfère une banque à Monaco, mais pour des raisons, comme j'ai expliqué avant, patrimoniaux, on peut avoir notre idée. Vous êtes lié à un établissement ou des établissements bancaires à Monaco ou pas? Et nous travaillons avec 49 banques différentes mondialement. Une bonne partie ici à Monaco, mais quelque part aussi à Luxembourg, en Suisse, à Londres, etc. En me baladant un peu sur votre site internet, il y a un terme, un concept qui revient à plusieurs reprises, c'est chez nous, pas de conflit d'intérêts. Ça veut dire quoi ça? Conflit d'intérêts peut naître de plusieurs façons. Si tu es rémunéré par le client et d'autres entités. D'accord. Par exemple, un exemple simple, si tu as de l'intérêt à faire tourner un portefeuille, à acheter et vendre des titres parce que tu prends des commissions, tu vas le faire tourner plus souvent que nécessaire pour faire des commissions. Nous sommes payés exclusivement par notre client, qui nous paye une management fee et une performance fee. Des commissions. Et donc, c'est des commissions, mais nous avons toujours évité de rétrocession. Les rétrocessions, par ailleurs, c'est légal. Il faut les identifier, il faut évidemment être transparent. Transparent, mais c'est légal. Nous ne le faisons pas. Mais l'autre chose, comme tu as cité avant, nous, on est 100% indépendants. Nous, les 2 plus grands actionnaires sont en face de vous. On n'a pas de capitaux d'entités de banques ou d'autres entités. Donc, effectivement, on peut se permettre d'être complètement en absence de conflit d'intérêts. Tu nous demandais comment vous êtes arrivé à 7 milliards. On est arrivé à 7 milliards en donnant de la confiance. La chose importante, c'est d'être honnête, de donner de la confiance et d'être conservateur. Nos clients ont le risque de leur gestion financière dans leur société. Ils viennent chez nous, ils veulent une gestion conservatrice. Donc, bon père de famille. En bon père de famille, où nous sommes très très forts dans les moments dans lesquels les marchés vont mal. C'est un bon moment pour en parler, parce qu'on est dans un marché un peu difficile. Mais effectivement, là où on peut faire la différence pour les clients, c'est quand les choses sont un peu plus compliquées. Nous, on structure nos portefeuilles pour pouvoir avoir une performance dans ces moments-là. Donc, effectivement, c'est une préparation d'amont qui va permettre de gérer durant une période de turbulence. Donc, moi, j'arrive avec mes 50 millions, vous me promettez quoi? Un rendement? On ne promet rien, non. Vous ne promettez rien? Non. Un pourcentage? Non. Non, vous ne me dites pas, est-ce que vous me dites, vous voulez 5% de rendement, 10%, 15%, Ce n'est pas 20%, sérieux. en fonction du risque? De promettre des rendements, c'est absolument pas sérieux. Toi, on a un engagement sur les moyens que nous allons mettre en œuvre. Donc, une politique de diversification, une politique d'attention à être conservateur et ne pas prendre trop de risques en fonction du profil du client. Donc, c'est un engagement de moyens, mais pas de résultats, parce que nous ne contrôlons pas les marchés financiers. C'est pas Monaco Asset Management qui va décider ce que dit M. Trump demain matin et où vont aller les bourses. Alors justement, en fonction de ce que dit M. Trump,
Là, vous dites que dans la tempête, l'idéal, c'est... Vous êtes un refuge finalement, c'est comme ça que vous vous présentez. On croit que nous sommes très performants dans des marchés difficiles, ce qui veut dire que des fois, par exemple, dans un marché très euphorique, on peut sous-performer. Mais sur la longue durée, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter des pertes. Après, profiter des marchés, des différentes opportunités qui existent. Vos clients, ils préfèrent gagner 15% une année et éventuellement perdre 5% l'année suivante, ou ils préfèrent gagner 5-7% par an, et c'est ça, la gestion en bon père de famille. Je crois que les clients préfèrent la deuxième option. Les clients préfèrent ne pas être surpris par une grande perte et ne pas être mis psychologiquement dans le moule ou dans le peur de ce qui peut se passer. Donc quand on peut leur démontrer que dans un marché difficile, on a protégé le capital, ils sont beaucoup moins inquiets par rapport aux gains qu'ils peuvent obtenir par la suite. Mais à la fin, ce qui est le plus important, c'est que à la fin, ils s'attendent à un rendement qui va battre l'inflation, qui va battre le taux hors risque et qui va donner un rendement raisonnable par rapport au risque qui est pris. Et ça, sur cette question-là, je pense qu'on a été très performants depuis des années. Et ensuite, est-ce que vous allez favoriser des investissements dans des actifs locaux, nationaux? Est-ce qu'il faut aider les entreprises monégasques? C'est très difficile, il n'y a pas un marché coté à Monaco. Et nous, principalement, on est quand même sur des marchés cotés. Et c'est vrai que si on peut, on va essayer de le faire. Mais à travers des fonds, vous investissez dans les entreprises? Bon, on a des fonds, on travaille, par exemple, le fonds Réocéan est un fonds que nous avons créé en partenariat avec la Fondation Albert II. Fonds ça, qui a un grand succès. Actuellement, à 50 millions, on va faire le deuxième closing dans le courant des prochains 6 mois pour obtenir les 100 millions. Et on est très confiant sur le fait d'y arriver. Ce fonds-là est fait avec la Fondation Prince Albert II, avec une vocation d'investir dans des sociétés qui font quelque chose de bien pour les océans. Maintenant, il y a une vocation, bien sûr. Ça participe à tout un changement un petit peu du logiciel, justement pas d'investissement. C'est-à-dire qu'avant, c'était de la philanthropie, on finançait du mécénat, on finançait des projets qui étaient bons pour la planète ou pour la préservation de la planète. Et maintenant, l'idée, c'est on place de l'argent dans des entreprises pour qu'elles fassent et on cherche un rendement. Et on cherche un rendement. C'est très important parce que nous pensons que pour avoir le taille, le scale, il faut que ce soit à l'échelle. L'association des très complémentaires Gianluca Bragiotti et Anthony Toriani a tout d'une success story. Ils se sont tapés dans la main il y a moins de 20 ans, ils ont démarré à deux avec moins de 500 millions d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, ils ont une quarantaine de collaborateurs et gèrent plus de 7 milliards d'euros avec une marque de fabrique. Pas de conflit d'intérêts, ils refusent aussi de promettre à leurs clients un rendement chiffré, mais ont multiplié leurs actifs par 15 depuis leur début. Ça donne une légère indication sur leur performance.